à New York et parler avec vous depuis cet endroit magique devant les Nations Unies. Je voudrais dire un grand merci au divin. L'intervention du docteur Bouga Sako, je crois. Et à son régime, je serais déjà parti. Lorsque je me suis retrouvé hors de la Côte d'Ivoire et que, grâce à des amis, grâce à des partenaires, j'ai été exfiltré le vendredi 13 juin, pour me retrouver quelque part au Ghana, emprunter un vol pour venir ici aux États-Unis, il y a des gens qui disaient « Oh, c'est du bluff. Oh, docteur Bouga veut se faire voir. » Mais ce n'a pas manqué. Dès le lendemain, la plupart des leaders du PDCI-RDA et aujourd'hui du PPACI ont commencé à être traqués. Et les gens ont compris que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que cela fait 15 ans que nous dénonçons ce régime. On a 10 ans d'exil. Et donc, si ces gens m'avaient pris, imaginez ce qu'ils allaient me faire. Parce que quand on vous enlève, il y a 3 jours morts, il y a 5 jours morts, où personne ne sait où vous trouvez. Mais comment vous mangez? Ce sont eux qui vous donnent à manger. Donc, ils ont l'occasion de vous empoisonner. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Et Dieu merci, j'ai été à l'école. Et comme je bénis Dieu, je vais faire une intervention à 3 points. Premièrement, je vais rendre hommage. Deuxièmement, je vais parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et je vais dire un grand merci aux Ivoiriens qui nous font plaisir aujourd'hui. Et en troisième lieu, je vais vous dire ce que la FIDOP et la EGRA d'Afrique, parce que j'ai créé 2 organisations de défense des droits de l'homme, l'une en Côte d'Ivoire et l'autre ici aux États-Unis dans l'État du Delaware, dont le président est en face de moi, M. Laurent Adjeri. Je vais vous dire la solution que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous apportons aussi au combat. Cela fait plus de 30 ans que je fais les droits de l'homme, mais aujourd'hui on a décidé, nous tous, de mouiller le maillot pour notre nation. Mais je vais rendre hommage. Je vais rendre hommage aux 2 leaders qui incarnent trop ces troupes. Mais je ne peux pas rentrer comme cela pour parler de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam sans parler du premier fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. On ne nous l'a pas enseigné suffisamment à l'école. Dans notre pays, on ne valorise pas nos valeurs. Vous faites bagner à partir de la Côte d'Ivoire moderne. Il nous a laissé un pays fort qui est envié dans toute la sous-région et dans l'Afrique et dans le monde. Et on ne nous l'enseigne pas suffisamment. Nos étudiants ne savent pas, parce que je suis enseignant à l'université. Ils ne connaissent pas où faites Boigny. Mais aujourd'hui, chemin faisant, parce que je milite pour les droits de l'homme, les recherches que j'ai faites m'ont amené à aimer davantage cet homme. Savez-vous que nous avons fait le travail forcé? Nos parents ont été forcés de travailler pour le colon. Et c'est ce monsieur-là, appelé Félix Houphouët-Boigny, député en France, qui, le 11 avril 1946, a introduit une loi laquelle a aboli le travail forcé. Je veux rendre hommage à cet homme. Parce que cet homme aurait pu obtenir le prix Nobel de la paix. Et quand je faisais mes recherches, j'ai compris que vous faites même un mort frustré. Parce qu'il y en a qui n'ont rien fait par rapport à cette loi qui a interdit le travail forcé dans l'Afrique francophone. Et c'est comme cela qu'il a pu créer le prix de l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le prix de l'UNESCO. Il a pris toute sa fortune, qu'il a mise au service de la recherche de la paix. Exactement comme Alfred Nobel a pris tout son argent. Parce que Alfred Nobel, le prix Nobel dont on parle, parce que j'ai été interrogé lorsque je suis allé à Yamoussoukro, Mme Angela Merkel devait recevoir le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et il y a un journaliste qui me demande, mais Dr Bouga, quand vous comparez le prix Houphouët-Boigny au prix Nobel de la paix, qu'est-ce que vous en dites? Ce que vous ne savez pas, Alfred Nobel est celui-là qui a créé toutes les armes que nous utilisons pour faire la guerre. Il a eu près de 350 brevets. Donc il est riche, et même dans sa tombe, il sera riche à vie. Parce que toutes les armes qu'on utilise, c'est lui qui les a inventées. Wow. C'est un Suédois. Il est de Stockholm. Et c'est Alfred Nobel là, un jour,
Son frère qui porte le même nom, mais pas Alfred, qui se trouvait en France, est décédé. Et les journaux ont titré « Le marchand de la mort est mort ». Parce que quelqu'un qui fabrique les armes, c'est un marchand de la mort. Il est devenu riche grâce à la mort. Et quand il a vu ça, ce n'était pas lui qui était décédé, c'est son frère. Et c'est comme cela que, quand ils ont fini d'enterrer son frère, il a fait son testament et il a dit, toute ma fortune, je voudrais qu'on la mette au service de l'humanité, pour toutes les personnes qui travaillent pour la paix, qu'on leur donne le prix Nobel de la paix. Lorsque vous avez ce prix-là, vous avez plus d'1 milliard. Il y a de l'argent. Et c'est en Norvège, en Oslo. J'ai été là-bas visiter. Mais Alfred Nobel et un Félix Houphouët-Boigny, qui n'a pas fabriqué d'armes, même si ce n'est pas un C non plus, hein, d'accord? Mais lui, au moins, il n'a pas fabriqué des armes. Donc, son prix, il a plus de valeur que le prix d'Alfred Nobel. Sauf que chez Alfred Nobel, il y a des milliards, alors que le prix de Houphouët-Boigny, c'est environ 120, 130 millions d'euros ou bien de francs CFA. Voilà. Et donc, cet homme-là, il nous a laissé un pays. Il y en a qui se réclament houphouëtistes. Mais regardez le parcours de l'autre. Nous étions gamins quand les pensées du Houphouët-Boigny nous alimentaient. Vous vous réclamez de lui. Houphouët est mort en tant qu'un homme de paix. Les Pierre Baudard, qui sont décédés, Jean-Baptiste Moquet, ce sont des tâches du livre dans son histoire parce que quand même il a gouverné pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas vous comparer à Houphouët-Boigny. Jamais. Je suis désolé, mais vous ne ressemblez pas à Houphouët-Boigny. Jamais. Houphouët ne peut pas voir un Ivoirien et puis assassiner un Ivoirien, massacrer un Ivoirien, torturer un Ivoirien. Houphouët ne peut pas faire ça. Jamais. Et donc, je lui rends hommage. Mais à travers lui, je vais rendre hommage à ces deux personnalités qui font que nous sommes aujourd'hui ici dans le camp du Trot c'est trop. En nous faisant du président Gbagbo et du président Tidjane Thiam, je veux profiter pour dire à tous, lorsque j'ai écouté les initiateurs du mouvement Trop c'est trop, ils ont précisé clairement que ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement ouvert à tous les citoyens ivoiriens qui sont frustrés de ce que fait le régime Ouattara. Je veux répéter, tous les déguerpis, toutes les personnes expropriées de leur terrain, nous tous qui avons souffert de ce régime, nous sommes concernés par le mouvement Trop c'est trop. Et c'est pourquoi je me retrouve ici, au sein du mouvement Trop c'est trop. Chers amis, l'histoire retiendra qu'il y a eu en Côte d'Ivoire un certain Laurent Gbagbo. MNE ne l'aimait pas. Mais comparé à Houphouët, Laurent Gbagbo nous a fait prendre conscience de ce que nous avions un grand pays, un beau pays, mais que nous ne l'aimions pas suffisamment. Alléluia. Aujourd'hui, le patriotisme est né en Côte d'Ivoire, mais c'est Laurent Gbagbo. Oui. Parce qu'il a ouvert nos yeux. Et puis les frères du Sénégal, du Mali qui sont là, qui nous soutiennent, m'excusent. Mais on était enviés et en même temps jalousés. Je l'ai senti lorsqu'on a fui pendant en exil. Laurent Gbagbo était hué dans le monde entier. Il a fallu notre résistance pour que 10 ans plus tard, Dieu fasse le miracle. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à son âge, actuellement, j'ai écouté son discours ce matin. Et je dis, mais c'est un génie. Parce que le président Laurent Gbagbo a compris. Vous savez, nous avons eu la chance, pour la plupart d'entre nous ici, d'aller à l'école. Donc, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des moutons. Si quelqu'un est bon, on dit qu'il est bon. Si quelqu'un est mauvais, on dit qu'il est mauvais. Je veux bénir ici Laurent Gbagbo. Même quand tu donnes lui encore plusieurs années, il s'en irait. On serait fiers de dire si on aime tant la Côte d'Ivoire, notre cœur vibre aujourd'hui. C'est grâce à cet homme. Alléluia. Et en nous faisant, mais je veux saluer Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam. Parce que quand je parle d'Houphouët-Boigny, je parle de Tidjane Thiam. Mais ce qu'il faut saluer dans Tidjane Thiam, c'est que d'abord il est jeune par rapport à tous ses dévanciers, mais en plus, il a eu le flair de comprendre le président Laurent Gbagbo. Il a eu le flair de le comprendre. Parce que quand cela ne lui était pas arrivé, il n'allait pas comprendre qui est Laurent Gbagbo.
Pierre Alassane Ouattara. Excusez-moi. Mais en le disant, je ferai un clin d'œil à mon frère Guillaume Soro. Vous savez, il le sait, et je le sais, nous sommes de la même génération, on se connaît. À Paris, vers la fin de notre exil, le président Guillaume Soro devait faire une conférence. C'était le 20 septembre 2020. C'est la première conférence où il a dit que le troisième mandat n'aurait pas lieu. Et en tant que vice-président de EDS, qui a été mandaté pour aller représenter EDS dans la salle. Quand le président Guillaume a fini, en sortant, il m'a aperçu, ah, docteur Zola, il faut qu'on se voit. Et donc, nous nous sommes parlé avec Afousseta Bambalami, et il m'a demandé de revenir le soir, le lendemain, on va avoir un dîner. Bon, au passage, j'avais un peu peur parce que bon, lui, ton gars Guillaume qui m'a envoyé. Je suis venu au dîner, Abel Naki m'accompagnait, et puis Afoussata Bambam, la mine était avec lui. Mon frère, sous les de Paris, il était là pour la presse, c'est ça, et l'entretien a eu lieu. Je vous parle de cela parce que Guillaume, aujourd'hui, il est triste et il est amer. Il a sacrifié sa jeunesse pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Vraiment. Et donc, j'ai eu cette pensée-là à Guillaume parce que le président Tidjane Thiam était de bonne foi, mais au début, il était un peu naïf. Ouattara a ce profil beau, même beau fait. Satan. Guillaume me disait, le gars arrive des États-Unis, du FMI. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur démocrate que lui. Non, vous êtes trompé. C'est un menteur. Il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. Et donc aujourd'hui, je suis fier de ce que le président Tidjane Thiam ait compris qu'il était nécessaire de se rapprocher du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si M. Ouattara va bouger, parce qu'il est condamné à participer, c'est grâce au président Gbagbo et à Tidjane Thiam qui ont compris et qui mettent à pression. En le disant, parce que je viens d'Abidjan, j'ai travaillé beaucoup avec elle, Mme Gbagbo et son mouvement, avec Charles Blé, je m'arrête pour dire ceci. On avait espéré que M. Ouattara ait le choix entre deux stratégies. M. Ouattara avait le choix entre deux stratégies. Il est parti. Le monsieur, il promet que c'est ce qui se passe dans ton esprit. En fait, Mme Gbagbo dit, bon, moi, je suis dans la stratégie de lobbying, de discussion, de négociation. Alors qu'à gauche, il y a une aile dure. Mme Gbagbo, Tidjane Thiam, tu choisis. Si tu étais vraiment intelligent, tu allais aller peut-être du côté de Simone et tout ça, faire obtenir à l'opposition tout ce qu'elle recherche. De façon à ce que l'aile dure meurt dans l'œuf. Mais il aime la confrontation, M. Ouattara. Vous ne connaissez pas M. Ouattara. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a des ethnies, les lobbies, les tagaris, ce sont des gens d'honneur, orgueilleux. On ne les défie pas. Comme par hasard, on a cette ethnie-là aussi chez nos frères. C'est un type de caractère. Moi, je suis Dida. Chez nous, là, on ne l'humilie pas, les Dida. C'est la même chose. Il y a des caractères comme ça. M. Ouattara, on ne le défie pas. M. Ouattara parle, tout le monde se couche. Et j'ai l'impression que l'interview de Tidjane Thiam avec Alain Foucault, c'est ce qui a irrité Ouattara. Parce que Tidjane Thiam a démontré qu'il n'a même pas un économiste. Ouais. Il n'est qu'un fonctionnaire. Et comme il n'aime pas ça, c'est son orgueil qui a été fouetté. Quand il a fini de parler, en France, il est descendu. Je suis candidat. Mais tu es candidat, ça va rester qui ta bouche. Ça va rester qui ta bouche. Vous savez, on ne va pas reprendre le discours du président Gbagbo qu'on a tous suivi. Il y a un aspect qu'il a abordé, mais qui est très tranchant. Parce qu'on a compris que c'est la France qui manipule l'histoire. On le disait sans en avoir la preuve. Mais le président Gbagbo l'a étalé aujourd'hui. Comment Macron te reçoit, en même temps tu écoutes ton voyage, et tu prends l'avion, la même nuit, tu arrives à Abidjan, le lendemain, tu te déclames, tu es candidat. C'est un petit frère.
Il y a quoi? Non. L'Afrique doit être défendue aussi bas. C'est pas possible. Et donc, ici, du haut de cette tribune devant les Nations Unies, j'invite le président Macron à clarifier cette situation. Parce que s'il n'intervient pas, ça veut dire que c'est la France. Mais nous, on est témoins. Hein? On est témoins. Nicolas Sarkozy a voulu vitrifier notre président. Il a voulu vitrifier le terme est de lui. Donc, on sait ce que c'est que la France. Donc, je rends hommage au président Tidjane Thiam. Parce que c'est une fierté. Je disais à quelqu'un, écoutez, aimez Bako, ne l'aimez pas, aimez Tidjane, tout ce que vous voulez. En tant qu'Ivoirien, on aimerait être dirigé par quelqu'un qui nous rend fiers. N'importe où on se trouve. Normal. Yes. On voudrait avoir un président, quand on parle depuis, tu es fier. Tu as été fier d'être le petit-fils du feu Boigny dans cette Côte d'Ivoire qu'il a bâtie. Normal. Mais j'ai été fier d'être un citoyen ivoirien gouverné par Laurent Gbagbo. Normal. Mais je serais fier aussi si un jeune brillant, comme Tidjane Thiam arrivé au pouvoir, ça ne me gênerait même pas. Parce que c'est une fierté pour notre nation. Mais des gens qui ont étudié en essai jour, le fait d'évoquer son parcours et ses origines, tu as eu des problèmes. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Mais c'est quoi le souci? C'est quoi le souci? C'est un faux. C'est le premier point. J'ai voulu rendre hommage. J'ai rendu hommage. Mais comme je veux sauter pour conclure en 2 points. Les 2 points, c'est de dire quoi? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, on nous a dit que la Côte d'Ivoire était timorée. Le pays était ensorcelé. Ouattara nous avait envoûtés. Aujourd'hui, j'ai vu environ 1 million de personnes. Dans Yopougon, il y en a qui disent plus. Moi, je dis qu'au Bamo, au minimum, 1 million de personnes. Ça n'est pas fait. On vit dans le Bamo, incroyable, extraordinaire. Je veux dire ma fierté à ce peuple ivoirien. Chers frères et sœurs, souvent les gens disent, vous êtes à l'extérieur, vous parlez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ressentent. On ne dort pas ici. Chaque jour, on est sur les réseaux sociaux. On voit ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ce que nous pouvons faire ici, ce sont nos points. Et puis ce sont nos contacts dans le lobbying pour vous appuyer. Mais nous ferons tout pour que cette année, ce 4e mandat ne passe pas. Ne passera pas. La dernière chose, excusez-moi, si j'ai... La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons pris une décision. Regardez, d'abord je vous dis ce qu'on a décidé de faire, et puis je vais vous expliquer. Vas-y. Nous avons décidé de saisir le procureur de la Cour pénale internationale. C'est pas utile que je vous le dis. Avant de vous le dire, depuis hier, les courriers sont partis et par mail. Et moi-même, j'ai été pour que ça passe par THL, le physique. Depuis hier, le procureur a été saisi. Mais comme il y a des intellectuels parmi nous, il faut que je vous explique. Allez-y. La Cour pénale internationale a été créée en 1998. Mais pourquoi les Africains, même les Ivoiriens, l'ont soutenue? Parce qu'il se trouve que dans nos États, à cause de ce qu'on appelle la souveraineté, un président, il peut vous verrouiller, il peut vous torturer, et puis on ne peut rien lui faire. Oui, comme Ouattara. L'idée est venue de l'ONU de créer une cour mondiale qui va juger un certain nombre de dictateurs. Nous avons adhéré en 1998. Et la CPI est entrée en vigueur en 2002, au mois de juillet 2002. Pour saisir la CPI, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, docteur Boga raconte des blagues, il sait qu'il ne peut pas saisir la CPI. Pour saisir la CPI, il y a 3 voies. La première voie, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui a créé. L'ONU, le Conseil de sécurité peut dire, M. Ouattara exagère, M. le procureur, dirigeantait une enquête contre lui. Là, c'est le Conseil de sécurité. La deuxième voie, ce sont les États. Un pays X peut écrire au procureur pour lui dire nous portons plainte contre Pierre Paul. Mais il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est que le procureur lui-même là, il peut s'auto-saisir. Donc c'est cette troisième voie-là que nous utilisons. En écrivant au procureur pour lui dire voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Il y a un monsieur là-bas qui viole la constitution de ce pays, et puis il enlève les gens, et puis il les torture. Exemple, Alino Faso, qui n'était pas dans une prison classique, mais qui s'est retrouvé dans une école de gendarmerie. Et selon les allégations que nous avons, défenseurs des droits de l'homme, il aurait été torturé à mort. Mais il n'y a pas que lui. Il y a un certain nombre de cas. Donc, depuis hier, nous avons réfléchi et ce courrier est parti chez le procureur de la Cour pénale internationale. Je voudrais vous dire, chers Ivoiriens, en terminant, nous sommes Ivoiriens. Ce pays a été bâti par nos ancêtres. Nous n'avons pas d'autre patrie. Même si vous êtes Américain, vous n'êtes pas Américain. Je sais comment les Américains nous regardent. Vous savez, il y a des emplois que vous ne pourrez jamais faire à côté d'un Américain authentique. Jamais. On n'a qu'un seul pays. Je voudrais que notre patriotisme se réveille. Oui. Si tu ne peux pas être sur le terrain, fais un acte. Pose un acte pour que tes frères et soeurs là-bas se mobilisent pour la patrie. Effectivement. Je suis fier de ce que les Ivoiriens font et je vais dire à mes frères et soeurs d'ici. Le mouvement Trou c'est trop va être mis en place ici et je voudrais lever tout équivoque. Quand je viens d'arriver, je ne suis pas demandeur de poste. Je ne suis pas concerné. Mais Abidjan m'a appelé. Je ne veux pas dire le nom de la personnalité. Et elle a dit, bon, tu seras aux États-Unis là-bas, est-ce que tu peux nous aider à coordonner? Parce que, vous savez, ceux qui font ça, ce sont des intellectuels, des politiciens. Mais M. Ouattara reconnaît des visages qui nous font peur. Je ne dis pas que chacun de nous ne peut pas coordonner le mouvement, mais parfois il y a des visages qui rentrent dans le mouvement, dans la continuité du combat. Oui, oui. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais me mettre à l'écart. On va organiser le mouvement et de temps en temps, quand ma présence est nécessaire, je viendrai et on fera le tour des États-Unis. C'est ça que je veux faire. Le temps de faire des conflits de leadership. On n'a pas le temps pour ça. Celui qui est fort, et je m'en vais conclure. Celui qui est trop fort, je lui demande pardon. Va nous enlever Ouattara et puis on va rentrer en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Docteur Degas, merci. Du mouvement très sacré. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de frères qui sont derrière. Merci. Merci, docteur Degas. Ensuite, derrière moi, s'il vous plaît. On va mettre un peu l'ambiance. C'est vrai. Mettez un peu l'ambiance.